Le congrès arrive petit à petit à sa fin. Nous sommes sur la dernière plénière, sur un sujet important parce que on a souvent des retours. Mais qu'est-ce que vous faites à l'AFH? Qu'est-ce que vous faites au siège? Point de vue des adhérents, des fois, quand on se déplace dans les régions, c'est pas facile à comprendre ce que vous faites. Donc, le sujet du plaidoyer, quand même, ça va pas aller. Le sujet du plaidoyer à l'AFH est un sujet extrêmement important, mais c'est vrai que c'est un sujet qui ne se voit vraiment pas trop. C'est un sujet on va dire, en profondeur. C'est un sujet qui prend du temps, qui prend de la réflexion, mais qui n'est pas, c'est pas quelque chose de visible. C'est pas une action, c'est pas un jour, et puis ça se fait pas un jour. Mais je vais y arriver à le perdre. Et donc c'est vrai que c'est difficile de comprendre, de savoir ce que c'est le plaidoyer au sein de l'AFH. Et donc, il nous paraissait important de présenter quand même quelques partenaires, quelques plaidoyers que nous faisons. Alors, ce n'est pas les seuls, mais ce ne sont pas les seuls de plaidoyers que nous faisons. Mais c'était quand même important pour nous de vous... Si je reprends un peu les exemples, les analogies qui ont été faites hier, d'ouvrir un petit peu le capot de la voiture, de vous faire voir un peu le moteur. Donc, le plaidoyer à l'AFH, on va débattre aujourd'hui avec différents intervenants. Donc, déjà, je voulais quand même rappeler Carole, donc la directrice de l'AFH, Carole Betch. Et c'est un super passage de relais parce que juste à côté d'elle, c'est Fabrice, donc, que vous connaissez, Fabrice Pillanger, l'ancien directeur de l'AFH, qui était là pendant 4 ans, qui est retourné à son ancienne, alors je ne sais pas si c'est son ancienne vie, son ancienne, mais en tout cas son ancien employeur, avec un rôle extrêmement important, qui est donc directeur de plaidoyer à Aide. Et donc, c'était, mais quand même, qui a gardé un pied à l'AFH, un engagement bénévole sur le sujet notamment du plaidoyer. Et donc, c'était intéressant d'avoir un peu ce regard croisé de Fabrice sur ce sujet. Et puis, bien sûr, avec d'autres partenaires, avec France Coag, donc avec professeur Jenny Goodman, qui est donc la présidente du conseil scientifique commun France Coag Memo, donc qui va aussi, voilà, on va partager un petit peu le plaidoyer, comment l'AFH se positionne dans ces échanges et dans ce plaidoyer, et puis avec aussi le professeur Sophie Suzanne, donc qui est la coordinatrice ou coordonnateur de la filière Memo, et donc d'avoir aussi ce regard, cet échange sur ce sujet du plaidoyer. Et puis ensuite, un autre sujet de plaidoyer qui est peut-être pas évident, ou c'est peut-être pas, en tout cas, quand j'ai commencé à discuter avec Geneviève, elle me dit, mais de quoi tu veux parler avec le plaidoyer? Mais qu'est-ce qu'on sait, le plaidoyer et la recherche? De quoi tu me parles? Mais en fait, c'est un vrai plaidoyer aussi, la recherche. C'est un vrai outil de plaidoyer. Voilà, c'est faire entendre la voix des patients sur, ben oui, il y a l'hémophilie, mais il n'y a pas que. Il y a aussi la maladie Louis-Brandt, il y a aussi les autres troubles très rares de la coagulation. Et le sujet de la recherche dans ces pathologies, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Il y a des attentes énormes. Donc, c'est un enjeu pour l'AFH de mettre la lumière là-dessus et de faire ce travail de fond, d'échange avec les chercheurs, avec les industriels, pour faire avancer ces sujets-là et pour aboutir, on l'espère, avec des thérapeutiques. Donc là, je vais arrêter de parler parce que là, j'ai déjà trop parlé. Rapidement, les différents sujets, voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et je vais laisser donc Fabrice Pillanger prendre le relais. Bon, mais merci beaucoup pour l'invitation. Comme l'a dit Nicolas, en fait, j'ai donc quitté la direction, mais j'ai pas totalement quitté la FH parce que ces années que j'ai passées au service de cette maison, de ce mouvement associatif, m'ont profondément changé sur tout un tas de
façon de voir les choses. Et je ne voulais pas quitter comme ça. Et les sujets sont passionnants. La façon dont la communauté est investie est impressionnante. Je le mesure d'autant que, comme Nicolas l'a dit, je suis retourné dans mon ancienne maison. Mais en même temps, je vois la nature de la singularité et de la qualité de l'investissement et du travail acharné des bénévoles à l'AFH. Évidemment aussi l'équipe de salariés, mais encore une fois, sans les bénévoles, cette maison ne pourrait pas tourner comme elle tourne et ne pourrait pas faire les choses qu'elle fait. Alors, je vais faire une définition du plaidoyer. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on met dans le plaidoyer et pourquoi on fait du plaidoyer et comment on en le fait. On va avoir quelques exemples, mais rapides, parce que sur des dossiers qu'on a pu traiter, qui existaient d'ailleurs bien avant que j'arrive et dont certains doivent continuer. Et puis, essayer de voir un peu pourquoi l'AFH est là et à quoi ça sert, je dirais, pour les sujets. Là, le plaidoyer, de quoi parle-t-on? Alors, en fait, le plaidoyer, il y a beaucoup d'organisations qui en font. Il y a des entreprises qui en font. Je pense, par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est le syndicat des corps gras au Parlement européen fait beaucoup de plaidoyer pour défendre la place du gras dans l'alimentation. Non mais, et c'est les mêmes outils, hein. C'est pas le même sujet, mais c'est les mêmes outils. On parle aussi parfois de lobbying. Le lobbying, c'est un outil du plaidoyer, mais en fait, il n'y a pas de plaidoyer pour faire du bien ou du plaidoyer qui est mal. Ça dépend qui fait le plaidoyer et pourquoi en faire. Mais c'est quand même un ensemble d'actions et de leviers qui visent à influencer, je rajouterais convaincre parfois, les lieux de pouvoir et de décision en vue d'obtenir des changements durables de politique, de pratique au bénéfice des personnes concernées. Donc là, c'est une définition qui est adaptée au plaidoyer de santé fait par les associations de malades, mais vous voyez, vous remplacez bénéfice durable au bénéfice de l'entreprise ou au bénéfice d'un État ou au bénéfice de tout mouvement social ou groupement social. Ça change pas beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ensemble d'actions, c'est rarement une seule action. Que ça a pour but de faire changer les lignes, de changer les lignes. Parfois, c'est de l'influence, d'autres fois, c'est le fait de travailler avec les gens qui permet de construire un consensus, mais c'est bien ce mouvement-là. Et l'idée, c'est que c'est un changement durable, même si, bon, c'est durable, mais ce qui a été fait par la loi peut être défait par la loi. Ce qui a été dessiné par une agence de l'État peut être supprimé par une agence de l'État. Donc le durable est plus ou moins durable. Là, vous avez la nature des changements qu'on peut attendre. Donc ça peut être des politiques publiques ou autres, mais aussi des pratiques, des recommandations. Ce n'est pas exactement les mêmes outils, on ne fait pas exactement la même chose, mais tout ça peut rentrer dans le plaidoyer au même titre que la recherche pour les raisons de la nature de cette définition. Évidemment, ça peut passer par, par la loi, l'amendement de textes qui existent ou l'amendement de pratiques existantes dans le but d'améliorer les politiques et dans le but toujours in fine pour nous de faire en sorte que les personnes concernées soient mieux traitées. Et puis ça peut être l'investissement très clairement dans un projet de loi au bénéfice des personnes concernées. Mais encore une fois, c'est la manière dont on le fait et pourquoi on le fait, mais pas le plaidoyer en soi qui a une particularité, d'une particularité associative. À quoi ça sert ? Ça sert à défendre les intérêts des personnes concernées et la position et à renforcer la position de l'AFH. Ça peut paraître étrange qu'on parle d'intérêt. Si ce mot est là, c'est que parfois nos intérêts ne sont pas les mêmes que ceux des gens à côté. Ça ne veut pas dire que les deux intérêts ne peuvent pas cohabiter. Ça ne veut pas dire qu'il y a des intérêts qui sont mauvais et d'autres qui ne sont pas mauvais. Mais on est bien là pour défendre des intérêts qui sont particuliers, même si, bien sûr, dans le travail de plaidoyer en santé,
On essaye toujours que ça rejoigne l'intérêt général, mais il y a quelques exemples dans lesquels ça n'est pas le cas, ou en tout cas des gens considèrent que ça n'est pas le cas. Donc il s'agit de défendre les intérêts des personnes concernées et de porter leur parole, mais aussi de défendre l'AFH, la manière dont travaille l'AFH, ses idées, ses méthodes, en tout cas, et tout ça bien sûr comme objectif pour améliorer à la fois l'état de santé, le suivi, la qualité de vie, etc. etc. Et quand on dit renforcer la position de l'AFH, il s'agit de le faire dans l'élaboration des politiques publiques. Ça peut se faire au sein des instances de coordination comme MEMO, de concertation comme le COPIL du plan maladies rares, ou au sein d'instances de la démocratie sanitaire, dans tout groupe de travail. Évidemment, si on parle de plaidoyer à MEMO, c'est qu'il s'agit bien de trouver collectivement un point d'accord. Ça n'est évidemment pas la même chose que quand on va dialoguer avec l'État ou avec les agences. Il y a tout un répertoire, mais tout ça rentre dans ce mouvement global de ce qu'on appelle le plaidoyer. Mais on fait aussi du plaidoyer finalement auprès des mouvements interassociatifs, que ce soit France Asso Santé ou l'Alliance Maladies Rares. On porte les intérêts et on essaye de trouver un accord qu'on puisse répondre à ces intérêts. Et le mieux, c'est quand ces intérêts ne retirent pas des droits ou des intérêts à d'autres. Et puis donc avec et auprès des professionnels de santé et dans la recherche. Et je ne l'ai pas mis parce que c'était d'actualité pour cette session, parce que j'ai réadapté une slide que j'avais déjà. Alors, l'idée, c'était de faire un peu un retour d'expérience. Je vais aller vite, mais pour vous donner quelques points de repère sur des éléments de méthodo ou de pourquoi on en fait, comment on en fait, pour s'il y avait des gens dans la salle qui, par exemple, voudraient s'y mettre, pour que vous compreniez que c'est quelque chose qui se fait sur la durée, que c'est long, que on ne gagne pas toujours, mais qu'on a toujours des effets induits qui arrivent quand on travaille à faire du plaidoyer. On ne fait pas du plaidoyer parce qu'on se lève le matin et qu'on veut être plaideur, ou qu'un jour on a voulu être plaideur. Dans les assos de malades, on fait du plaidoyer par nécessité, parce qu'à un moment on est confronté à un problème ou à une réalité qu'on veut transformer pour le bien d'une communauté ou de plusieurs communautés. Le plaidoyer, c'est long. C'est long et ça nécessite de la continuité dans l'action. Vous rencontrez la ministre de la Santé, elle dit OK pour ça, admettons. Et si vous ne suivez pas le dossier avec les services, si vous ne suivez pas le dossier dans sa mise en œuvre, il y a de fortes chances que le go politique que vous avez reçu à un moment ne se transforme pas dans la réalité. Donc, autrement dit, ce n'est pas au moment où on a une décision d'ordre politique que le travail est terminé. Ça se poursuit encore et toujours, et ça se poursuit en fait jusque dans la mise en œuvre. Le plaidoyer, c'est tellement long que parfois, on peut porter des sujets de plaidoyer qu'on va être amené à reprendre de quelqu'un ou d'un groupe qui l'a travaillé avant et à refiler le bébé à un groupe qui va travailler après. Certains plaidoyers que j'ai en tête ont mis plus de 20 ans à aboutir. Donc il faut être prêt à prendre ce temps. Le plaidoyer, ça se fait en collectif. Il ne s'agit pas de porter une expérience, mais bien d'arriver à synthétiser un problème global à partir de multiples expériences et de partage d'expériences. On ne le fait jamais seul dans le monde associatif. On doit le faire toujours. Ça doit toujours être l'expression d'une demande collective. Et c'est très bien, et il faut le faire collectivement. C'est pour ça qu'il y a un groupe de travail plaidoyer de santé publique. Et c'est toujours bien quand sur un même dossier, il y a une ou deux ou trois personnes qui suivent. D'abord parce que ça permet de se remplacer à des moments où on n'est pas dispo et parfois ça peut s'accélérer, donc il faut faire réunion. Mais aussi parce qu'on n'a pas la science infuse
et que le fait d'être plusieurs, ça permet de réadapter en continuité. Et puis évidemment, il faut identifier des alliés qui vont nous aider à construire l'expertise si besoin, à rédiger des argumentaires, à rédiger éventuellement des amendements gouvernementaux, enfin des amendements dans le cadre de projet de loi, mais aussi des alliés dans les instances qu'on va plaider, entre guillemets, pour essayer de faire passer, de nous aider à formuler les choses pour lesquelles elles ont plus de chances d'être entendues. Et il faut faire ça avec tactique. Donc, comme je le disais, identifier chez les décideurs des gens qui peuvent nous aider, mais aussi qui prend la décision, qui l'a mise en œuvre. Donc, il y a tout un travail de repérage à faire. La grande chance que nous avons dans le plaidoyer associatif, c'est que nous sommes parfois dans des instances, dans différentes instances. Nous sommes invités à différents groupes de travail dans lesquels nous sommes les seuls à être invités dans tous ces groupes de travail en même temps. Donc, ça veut dire qu'on peut porter et pousser un sujet dans beaucoup de groupes de travail au ministère, dans les agences, en travaillant avec la filière, en travaillant avec France Corac. Donc vous voyez, le fait qu'on soit là dans tous ces endroits différents nous donne une capacité à agir importante. Néanmoins, elle est, qui permet de contrebalancer le fait que nous n'avons pas des armées de plaideurs, que nous n'avons pas une direction des affaires publiques avec 30 personnes pour travailler sur les dossiers, comme chez certains industriels ou certaines autres parties prenantes. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'évidemment, pour faire un plaidoyer efficace, il faut comprendre quels sont les intérêts et les besoins de ces interlocuteurs pour, si possible, les répondre dans la solution qu'on apporte. Il ne s'agit pas d'imposer quelque chose au détriment d'une autre, il s'agit bien de faire émerger des besoins ou faire prendre en compte des besoins ou des changements possibles, mais dans la solution trouvée, il faut que ce soit valable pour l'ensemble des parties prenantes, en particulier, bien sûr, quand on travaille dans des comités de coordination, dans des coordinations au quotidien. Et ça se fait avec persévérance, puisque je le disais, un plaidoyer, ça peut être très long. Il faut toujours identifier ce que moi j'appelle les petits bonheurs, des choses qui ont avancé, même si c'est des petites choses. Ça permet de se dire, tiens, ça bouge un peu, ça ne veut pas dire que ça va être réussi, mais ça permet au quotidien de se rassurer et d'être content. Et puis, quand on fait une action de plaidoyer, il y a toujours des choses qui émergent en plus. Vous travaillez avec telle et telle personne dans tel ou tel groupe de travail. Le dossier lui-même n'avance pas, mais vous allez pouvoir monter un projet avec les personnes que vous avez rencontrées. Vous allez pouvoir avancer sur d'autres dossiers. Et ça, c'est des choses qu'il faut repérer précisément pour poursuivre et ne pas se fatiguer, je dirais. Donc là, c'est un résumé un peu des quelques leçons apprises. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais au travers de l'expérience à l'AFH et avant. Alors, il y a quelques dossiers. On ne va pas pouvoir les développer énormément, mais permettez-moi malgré tout de les citer et essayer de les caractériser. Vous savez que l'AFH a beaucoup travaillé sur la question du don du sang des HSH et des critères de sélection. Ça date de 2016, le moment où les données de la science, mais aussi la pression publique, ou je dirais la demande sociale des organisations LGBTQI, qui défendent les droits des personnes gays, lesbiennes, trans, ont pris suffisamment en force pour dire il faut modifier les critères, ça n'est pas justifié, etc. Et de leur point de vue, ça n'est pas justifié. Du point de vue de leur demande, ça n'est pas justifié. L'AFH, à l'époque, avait fait un premier pas en disant oui, on peut passer d'un ajournement définitif à un ajournement annuel d'une année. Les données le permettent, les situations ont changé, etc. Et donc ça, c'est reproduit à plusieurs reprises. Et on a travaillé à faire en sorte que, à chaque fois que les données évoluaient, de regarder avec le ministère et au sein d'un groupe de travail comment on pouvait faire évoluer ces critères.
Ça, c'est un point du travail de l'AFH sur la sécurité transfusionnelle. Il y en a beaucoup d'autres, notamment comme avoir réussi à faire mobiliser le Haut Conseil de santé publique pour pérenniser un peu l'expertise et le rendu d'avis en routine, incluant un représentant, enfin plusieurs représentants des associations, mais notamment Edmond-Luc Henry. Donc on a beaucoup travaillé avec le ministère de la Santé et la DGS, mais il a fallu plusieurs fois qu'on montre au créneau au Parlement lors des passages de la loi bioéthique, parce que les organisations LGBT très soutenues d'un point de vue politique, très soutenues, parce que ça semblait aller dans le bon sens que de dire on arrête de différencier hommes homosexuels et population générale, c'est de la stigmatisation, c'est de la discrimination. On a essayé à chaque fois d'expliquer aux députés, au ministère qu'il fallait tenir bon. Donc il y a eu 2 fois. Et puis il y a eu également une proposition de loi qui était venue pour améliorer le don de sang, enfin la récolte de sang, qui venait des députés, dans lequel, bien entendu, je dirais la partie adverse, ou en tout cas les parties prenantes qui voulaient faire supprimer tout critère, voire même faire mettre dans la loi qu'il ne pouvait y avoir aucun critère de différenciation, même d'ordre purement scientifique. Il a fallu se battre à plusieurs reprises, et il a fallu se battre aussi sur les réseaux sociaux, répondre aux personnes, faire en sorte de faire comprendre la position de l'AFH, qui est vraiment pas simple à comprendre. Bon, le dernier épisode a été, je dirais, une petite modification au mois de juin dernier, dans le cadre de la fin de l'examen du projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale, pendant lequel un des ministres, mais ce n'était pas Olivier Véran, a annoncé que tout serait réglé pour la fin de l'année. On s'est là aussi battu pour que les choses soient faites le plus proprement possible, que l'ANSM, qui devait mettre en place le nouveau questionnaire, puisse s'appuyer sur une équipe de chercheurs pour évaluer l'acceptabilité des nouvelles questions. Quelles nouvelles questions? Donc essayer de remettre le plus de sécurité possible, mais aussi faire les choses le plus sérieusement possible. Il y a eu une consultation du Haut Conseil en santé publique, dont les résultats n'étaient pas très positifs, mais qui n'ont pas vraiment été pris en compte, on va dire. Bref, on a fait tout ce travail pour qu'au moins on puisse dire que le gouvernement a finalement pris la décision d'aligner, avec un certain nombre d'incertitudes quand même sur le résultat, même si ce n'est pas des incertitudes très hautes, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à des nouvelles contaminations. Mais il y a une incertitude en termes de santé publique, et l'AFH a poussé le fait que dans le cadre d'une incertitude, on était encore dans de la précaution et que c'est des choses qu'on pouvait revoir dans 1 an ou 2 ans. Donc ça, c'est un premier exemple que j'ai détaillé un peu. Je vais aller beaucoup plus vite pour les autres. La dispensation des médicaments en dehors de l'hôpital, je ne sais pas si vous en avez parlé pendant le congrès. Exactement, j'osais pas t'interrompre, mais ça a été un petit peu discuté hier déjà sur ce point. Donc je ne vais pas revenir dessus. C'était dans la liste des courses que tu m'avais donnée, donc je ne vais pas revenir dessus. Si peut-être une chose, c'est qu'à travers un moment où on s'est mobilisé, je dirais, pour faire en sorte que les choses ne se passent pas exactement comme le voulait l'industriel, ça a malgré tout permis de mener cette réflexion qui est allée plus loin sur comment arrivent les médicaments, quels sont les besoins aujourd'hui, comment on peut garder toute la sécurité qu'on souhaitait garder, la traçabilité, tout en répondant mieux aux besoins et à la diversité des besoins, comme l'a démontré une enquête flash que le groupe de travail médicaments avait porté. C'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. À l'AG 2020, et Gaëtan l'a rappelé hier. Voilà. Tout à fait. Il y a le travail qui a été fait et qui va continuer à être fait sur accompagner les personnes pour l'innovation thérapeutique. Alors, j'imagine que vous avez peut-être pas encore reparlé du programme Transform cette fois-ci,
mais qu'on en avait parlé au dernier congrès en ligne, mettre en place un programme comme ça suppose anticiper avec l'industriel, que l'industriel accepte de nous donner accès aux informations, accepte ensuite de financer le programme sans mettre son nez dans le programme qui est construit de façon autonome, indépendante, au sein du groupe V3P, de convaincre l'État et notamment la NSM que ce programme n'est pas un programme de publicité sur un médicament. Donc vous voyez, une simple chose comme ça qui paraît, c'est de l'éducation thérapeutique, c'est de l'accompagnement pour accompagner un nouveau traitement qui avait des modifications importantes. Et bien, tout ça a demandé un énorme travail de plaidoyer à plein d'endroits différents. Et puis, il y a le plan maladie rare. L'idée, c'est les plans maladies rares, ça permet d'obtenir la continuité de la mobilisation des acteurs et de l'État, surtout, sur l'enjeu des maladies rares et du coup sur les maladies hémorragiques rares, et puis des financements publics, notamment pour financer tout un tas d'actions auxquelles la filière peut postuler. S'il n'y a plus de plan maladie rare, c'est je ne sais pas combien de pourcents du financement actuel de la filière qui partirait, mais il y a pas mal de choses qui ne pourraient pas se faire, comme par exemple les appels d'offres sur de l'éducation thérapeutique, et puis sur tout un tas d'autres choses importantes à faire, la recherche des cas complexes qui n'ont pas été diagnostiqués, etc., etc. Donc, plaider pour le plan maladie rare, c'est plaider pour la mobilisation, mais aussi pour les fonds qui arrivent pour financer les maladies rares, et évidemment l'hémophilie, les autres maladies hémorragiques rares. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. C'est passionnant. On aurait pu encore faire 30 minutes, je pense. Émilie, est-ce qu'on a des questions? Malheureusement, on est un petit peu tard, donc on pourra en prendre qu'une ou deux. Une ou deux, puis je vous rappelle encore une fois le SMS 06 52 14 96 48. Donc si vous voulez envoyer une question par SMS, 06 52 14 96 48. Et puis il va y avoir un temps de réponse un peu plus large après l'intervention de professeur Susan et Goodman. Bonjour, je m'appelle Thomas Sagnier et je voudrais poser une question à Fabrice, mais au mouvement en général. Comment ça se passe quand vous parlez d'un sujet, n'importe lequel que celui, mais au fond, quand vous avez quelque chose à dire vis-à-vis de l'industriel? Il y a des industriels ici qui sont dans la salle, qui doivent écouter avec grand intérêt ce qui est dit. Et au fond, quelle est la limite au fond que vous vous donnez? Ce sont des financeurs, les industriels. Quelle est la marge de manœuvre au fond qu'a l'Association française des hémophiles vis-à-vis de ceux qui vous financent? L'État aussi vous finance. Quelle est la marge de manœuvre que vous avez avec l'État? Autrement dit, est-ce que le plaidoyer, ça va jusqu'au risque de déplaire? Est-ce que ça va jusqu'au risque de renoncer à des financements? Est-ce que le plaidoyer, ça va jusqu'à... est-ce que ça pousse à cette indépendance-là? Et comment vous appréciez ça au sein du mouvement associatif de l'AFH? Merci. Qui, c'est moi ou c'est toi? Je complète. Tout à fait. Le plaidoyer, c'est tout ce que tu viens de dire, mon cher Thomas. C'est au risque, où on n'arrive pas à trouver le terrain d'entente. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas, l'intérêt pour l'association, parce que peut-être c'est peut-être plus de cette façon-là, c'est l'intérêt pour l'association, pour les patients, sur le sujet que nous avons à débattre, et que si la voix qui est portée par l'AFH n'est pas entendue par
un industriel ou un autre acteur, ça peut mener à ces ruptures-là, parce que y a des sujets qui sont difficilement acceptables pour la FH, intransigeants, notamment sur la sécurité. Et oui, donc c'est pour ça que c'est important pour un mouvement associatif d'avoir une capacité, puisqu'on parle de, voilà, tu fais mention sur un financement, d'avoir une capacité financière indépendante pour ne pas dépendre. Et puis de toute façon, il y a des lois là-dessus, uniquement par un partenaire. Mais oui, c'est des possibilités. Et c'est des possibilités qui sont prises en compte, qui sont en tout cas analysées au sein de l'AFH, au sein de son conseil d'administration. Et en tout cas, le bureau ne porte que la voix, que les décisions du conseil d'administration. Donc toutes ces décisions-là se font de façon réfléchie, posée, et pour que ensuite les personnes qui vont porter cela devant ces partenaires soient pleinement en capacité de faire pour mener à bien les décisions qui sont prises par le conseil d'administration. Et donc on va poursuivre avec professeur Suzanne et professeur Goodman. Bonjour à toutes et tous. Donc, j'attends les diapos, mais en attendant, donc, on nous a demandé d'illustrer le propos du plaidoyer par un travail important qui est fait par l'AFH, qui est en lien avec le plan maladies rares et avec la filière et avec la filière Mémo et avec France Coag. Donc, oui, voilà. Donc, ça va être une présentation à deux voix. On va parler d'abord, je vais vous rappeler ce que fait l'AFH dans la gouvernance de Mémo. Ensuite, on parlera du conseil scientifique Mémo France Coag, les groupes de travail dans le projet à 5 ans et les actions clés pilotées conjointement. Et je me permettrai de terminer par une réflexion personnelle. Donc, pour vous rappeler ce que c'est que la filière Mémo, donc c'est un ensemble de partenaires avec un sujet commun que sont les maladies hémorragiques rares constitutionnelles. Et donc, vous voyez la rassemblée dans ce cercle, c'est les 3 centres de référence, CRH en haut, CRMW pour la Villebran, CRPP, l'Association française des hémophiles, évidemment, 13 unités de recherche, des laboratoires de diagnostic, des pharmacies hospitalières, un registre épidémiologique qui est une particularité nationale et de grande qualité et qui est très regardé à l'international, qui est le registre France Coag, et puis des représentants des professionnels et des sociétés savantes. Un point sur la gouvernance, on va y revenir tout à l'heure, j'ai surligné le bureau. Parce que le bureau, c'est l'occasion de discuter des grandes orientations, des engagements que l'on peut faire sur le fonctionnement de la filière. C'est aussi le garant des échanges entre la filière et nos tutelles, la DGOS, donc la justification de la dépense de nos financements. Et donc, on a des conversations très ouvertes sur la façon dont on utilise les financements. Donc, le professeur Goodman va vous parler du conseil scientifique Mémo France Coag. Il y a aussi un COPIL où la FH est représentée. Je dirais que le fonctionnement du COPIL est très lié au fonctionnement du bureau et du conseil scientifique. Et là aussi, la FH joue un rôle important. Donc, je vais juste vous présenter l'équipe Mémo. Donc, il y a d'abord le bureau. Donc, ce sont les personnes sur cette photo. Donc, nous voyons très, très régulièrement. La période Covid a fait que l'on s'est vu encore plus. On s'est vu virtuellement, mais je passe, et d'ailleurs c'est le cas pour toutes les personnes sur cette diapo, parfois beaucoup plus de temps avec les membres du bureau qu'avec mes collègues proches dans une semaine. Donc c'est un travail important qui est fait et qui est fait évidemment avec une équipe projet qui est recrutée pour faire avancer certaines thématiques. Donc vous voyez, on a des assistantes médico-administratives, on a des chargées de mission sur les RCP, sur l'information, sur la recherche, sur l'Europe et l'interopérabilité des bases de données et la problématique des bases de données en général. Voilà. Et je reviendrai après sur le détail des actions qui ont été faites ensemble. Et je vais passer la parole au professeur Goodman pour la partie Conseil scientifique Mémo France Coag.
vais baisser les micros. En tout cas, je voulais vous remercier de votre invitation. Native de Lille, je suis contente que vous soyez ici aujourd'hui. Alors, le comité scientifique France Coag Mémo ou Mémo France Coag, ça n'a pas d'importance, en fait a été créé après une réflexion, puisqu'il existait un comité scientifique dans la filière Mémo et il était fortement envisagé d'en créer un dans France Coag. Et finalement, l'option a été prise il y a maintenant, je dirais, presque 3 ans, de créer un comité commun aux deux instances. Alors, je voulais vous rappeler en quelques mots ce qu'était France Coag. Je ne sais pas si le sujet a été abordé jusqu'à présent dans le congrès, mais il a été dans des occasions précédentes. Donc c'est un registre français des maladies hémorragiques familiales rares, donc comme Sophie Suzanne vous l'a rappelé, hémophilie, Willebrand, déficit rare en facteurs de la coagulation. Il est prévu